Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui l'ouverture de la nouvelle campagne Ulule La forêt aux fleurs d'or de H. Dahl et illustrée par Rosen Grosjean. C'est un travail depuis plusieurs mois et j'ai tellement hâte de vous en parler. Cette campagne Ulule, comme toutes les autres, sert à financer cet ouvrage qui sera toujours produit en France, non distribué sur Amazon, qui est toujours dans cette éthique. Et qui dit éthique dit coût, et coût assez élevé ici, dans le sens que produire des beaux livres en France, ça se fait quasiment pas. J'ai parcouru un nombre de rayonnages de littérature jeunesse pour essayer de trouver des imprimeurs, ça a été très compliqué, mais voilà. J'ai des petites pistes et je vais vous parler de La forêt aux fleurs d'or, qui est un recueil de contes autant adressé aux enfants qu'aux adultes, aux enfants en lecture du soir, voilà, aux enfants qui veulent lire seuls à partir de 8 ans. Ça dépend après du niveau de l'enfant en termes de lecture, ou pour les adultes, parce que tous les adultes qui l'ont lu ont adoré et c'est un beau livre. Voilà, c'est un livre qui va comporter plus de 10 illustrations, dont des doubles pages illustrées, donc c'est un bel objet livre. Si vous aimez le travail de Rosen, tout ce qui est illustration d'animaux, ça va vous plaire je pense parce que c'est sublime. On va donc suivre l'histoire d'une jeune renarde à la rencontre du peuple des cendres et l'histoire d'un ourson doté de poils d'or caché au milieu d'une clairière magique. Ces deux contes se situent dans le même univers, dans La forêt aux fleurs d'or, que je vous laisse découvrir au milieu de ce récit. Livre qui a été un challenge énorme parce que ça change de ce qu'on fait habituellement. Alors bien sûr, on va en majorité publier des romans de fantasy adulte, on reste là-dessus. J'ai produit ce type de beau livre parce qu'on me l'a demandé. Il y a eu une demande certaine, notamment en salon, une demande de votre part, et ça me permet d'avancer sur la suite de La gardienne du chardon qui va sortir à la fin de l'année. Parce que je peux pas écrire et travailler sur des textes aussi intenses. Et ça a été un challenge parce que je suis une fan d'illustration et que j'avais envie de créer des beaux livres parce que je suis fan de l'objet livre et que j'avais envie de proposer ça et de pouvoir toucher aussi le jeune public qui plus tard pourrait potentiellement lire nos ouvrages des Trois Nornes bien plus tard parce qu'on est plutôt sur des ouvrages plus 18 ans. Mais voilà, ça m'a permis de changer un petit peu de ma routine et j'espère que vous me suivrez dans ce merveilleux projet parce que de jour en jour, les couvertures avancent, les dessins avancent et c'est magnifique. Les contes sont sublimes et super touchants. Vous verrez la plume de H. Dahl qui est sublime et il y a vraiment un truc derrière qui m'a plu et j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, le premier objectif de la campagne, c'est 5 000 € comme à chaque fois et c'est à peu près les mêmes contreparties même s'il y a des petites choses qui changent mais pas mal de choses illustrées qui seront en plus des livres. Je vous laisse découvrir ça voilà, dans le lien en barre d'infos et je vous remercie de par avance de nous soutenir dans ce projet qui est à mon sens le plus stressant financièrement parlant mais voilà, j'ai très hâte de vous le présenter. Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une série d'imaginaire français qui est une série un peu particulière dans mon parcours de lecteur. J'ai fait une énorme pause en fait entre le tome 2 et le tome 3 de cette série. On parle quand même d'une lecture du tome 2 qui remonte à 2017. Ça commence à remonter à quelques années et une fin de série que j'ai terminée en 2023 et que j'ai lu d'une traite. Je voulais couper en deux, en fait j'ai lu tout l'intégrale en dernier. C'est une série de fantasy française très particulière dans son traitement de l'histoire. C'est publié chez une maison d'édition qui a tendance à publier des récits qui sortent un petit peu de l'ordinaire et je vais vous présenter ça tout de suite parce que j'ai un affect un petit peu à cette série et notamment j'ai l'impression que c'est plus la même personne qui a lu cette série. Je ne suis plus la même personne et ça s'est senti dans ma lecture. Toute chose, je voulais simplement vous rappeler les dates d'avril en termes de dédicaces pour les Trois Nornes. Donc ce week-end est un week-end un petit peu particulier parce que c'est séquencé en deux. Je serai à Trolls et Légendes en Belgique comme l'année dernière, c'est un festival que j'aime beaucoup et donc ça me fait grand plaisir de retourner à Mons donc ce week-end. Et en parallèle, Emily Norsken sera au Salon Fantastique à Paris, donc si vous avez envie de vous procurer les livres à Paris, il y a juste une petite chose, c'est que nous ne prenons pas la carte bancaire, c'est moi qui ai le lecteur pour le coup, donc n'hésitez pas à passer sur le stand du Salon Fantastique. Emily sera très heureuse de vous rencontrer à l'occasion. Le 15 et 16, je serai à Portet-sur-Garonne, donc c'est à côté de Toulouse. Voilà, ça va être la dédicace la plus showtime en termes de déplacement de livres. Et enfin, Émilie et moi-même seront à Ouest-Hurlan, donc le 29 et 30 avril. Ouest-Hurlan, super festival qui se situe à Rennes. Et je vous mets déjà les dates de mai juste ici. Mais on a très hâte de vous voir, voilà, de vous rencontrer.
Aujourd'hui, je vous parle du cycle du Demi-Loup. Alors j'ai deux éditions différentes à vous présenter. C'est des éditions qui sont sorties déjà dans ce format-ci. Il y a des formats poche qui ont dû sortir entre deux. Donc le tome 1 et le tome 2 de Chloé Chevalier. Et je me suis acheté donc il y a pas si longtemps que ça l'intégrale donc des récits du Demi-Loup. Il y a deux tomes, donc les deux derniers tomes, c'est deux éditions différentes. L'intégrale est à 27 € pour deux tomes, sachant que un tome était à 20 €. C'était le bon temps avant la crise, voilà. Mais cette intégrale est certes agréable au niveau du prix, par contre au niveau de la lecture c'est un enfer. C'était tellement lourd à lire, c'est tellement gros que c'est pas pratique du tout. J'avais mal dans les poignets et dans les bras. C'est hyper fragile, tu vois que faut pas trop le manipuler, mais deux éditions, si vous avez envie de faire plaisir à votre porte-monnaie, plutôt vous dirigez vers les intégrales, mais si vous êtes pas forcément à l'aise avec des formats qui sont compliqués à lire, je vous le conseille pas, sincèrement. Quel est mon rapport au récit du Demi-Loup? Alors les récits du Demi-Loup, j'ai lu ça quand j'étais un peu plus jeune. C'est une série qu'on m'avait particulièrement recommandée parce que c'est une série qui à l'époque était assez novatrice en France, dans le sens que on suivait exclusivement, quasiment que des personnages féminins, mis à part un personnage masculin qui a un peu d'importance dans le texte, mais on suivait donc l'histoire de deux royaumes, de deux cousines, et c'était plutôt du complot, beaucoup de choses sur la formation de jeunes filles, sur le fait de grandir. C'est vraiment un récit initiatique. J'avais arrêté ma lecture au tome 2, je vous en avais déjà parlé, parce que j'avais eu une mauvaise expérience en salon avec Chloé Chevalier, qui n'avait pas du tout été agréable pendant ma dédicace, mais quand je vous dis pas agréable du tout, c'est-à-dire que je la faisais clairement chier. Je me souviens, c'était au salon du livre de Paris, et je me suis dit, ah bah ça donne pas du tout envie de lire la suite. J'avais pas envie de mettre de l'argent dans cette série là forcément. De l'eau a coulé sous les ponts depuis, et je me suis dit, ça fait des années qu'elle traîne dans ta palle, il faudrait peut-être quand même que tu la lises, parce que c'est une série qui est écrite par une femme. En France, il n'y en a pas 36 000, j'ai envie de mettre ça aussi en avant sur la chaîne YouTube. J'avais quand même bien aimé mes deux premières lectures, parce que c'est assez original, et puis ça me parlait énormément à l'époque. C'est un récit qui va s'étaler sur les années. On suit l'histoire donc du royaume du Demi-Loup. Le Demi-Loup est coupé, on va dire, en deux royaumes. On a le royaume de Véridienne, et on a un autre royaume. On a le royaume qui est apparenté au loup, et plutôt une enclave qui serait apparentée au chat. On suit donc deux jeunes filles dans ce récit qui viennent de naître, et c'est un petit peu particulier à son cousine. Donc on est dans un monde qui a un fonctionnement un petit peu particulier, c'est-à-dire que les jeunes filles ont des suivants ou des suivantes à chaque fois. Ça fonctionne comme ceci. C'est un enfant qui est né donc le jour après elle, et qui a pour rôle un peu d'être sa confidente, pas forcément sa domestique, mais lorsqu'elle atteindra le stade du pouvoir, de vraiment être une sorte de première ministre, ou de l'aiguiller, de conseiller. C'est vraiment une seconde, on va dire, reine, et surtout, elles ont même la possibilité d'hériter de la reine en place s'il n'y a pas d'enfant. Voilà, la suivante c'est vraiment celle qui suit, celle qui accompagne. Malvan, donc qui est l'héritière, on va dire, du royaume le plus important du Demi-Loup, va avoir deux suivantes, une qui est née donc juste après elle, et une deuxième, vous allez apprendre pourquoi dans le récit, mais il y a un problème au niveau des dates, et il y a un secret derrière tout ça. Et donc l'autre personnage qui est Calvina, l'autre petite fille, elle va avoir une autre suivante. Tout va être totalement chamboulé du moment que le royaume de Calvina donc va être envahi par les chats. Les chats, c'est une sorte de regroupement de soldats, c'est des espèces de super soldats, donc qui sont apparentés un peu aux chats, et qui vont totalement tuer le roi et la reine, voilà, et prendre le pouvoir. Calvina va partir en exil, elle va être sauvée, voilà, et envoyée chez sa cousine, et donc élevée par son oncle et sa tante. On a deux petites héritières qui ne vont pas forcément très bien s'entendre, et donc on va suivre ces 5 petites filles de leur naissance à surtout l'âge adulte. Donc on a un premier tome où elles sont assez jeunes, un deuxième tome adolescente, et un troisième et quatrième tome où elles sont autour de 26-28 ans. Voilà, et vous découvrirez un petit peu plus ça. On les suit vraiment pendant tout leur apprentissage. C'est une série donc en 4 tomes qui a pour particularité de traiter vraiment du statut de la femme dans le récit. Il y a quand même des choses à traiter dans une série qui fait autant de pages. Sous couvert de la formation de jeunes filles, toutes les étapes qu'on suit, donc ça peut être alors
l'étape quand elles ont leurs règles, ça peut être aussi l'étape quand elles découvrent le savoir, voilà, elles sont des caractères super différents, il y a pas mal d'embrouilles, c'est des petites filles, ça se... Voilà, puis il y a l'amour, et il y a un homme dans le texte qui s'appelle Aldemar, qui est le frère donc de Malvan, qui va poser des gros soucis à toute cette amitié, parce que plusieurs jeunes filles vont tomber un petit peu amoureuses de lui, et ça va forcément créer des tensions, et c'est beaucoup plus complexe que ça dans le récit. Aldemar est vraiment le 6e personnage important, on suit son point de vue, c'est un jeune homme qui va partir, on va dire, pour les terres de l'Est, il va lui arriver pas mal de choses, qui est la figure, on va dire, de l'héritier, mais c'est beaucoup plus complexe que ceci. C'est un récit donc qui va traiter en majorité du thème de l'amitié et qui le traite de façon assez belle et assez tragique, parce qu'on est sur l'histoire de jeunes filles et le récit un petit peu se conclut comme ceci, qui s'aiment, qui vont grandir ensemble, mais dont le destin va être bouleversé par les complots politiques et par le devoir qui va les pousser parfois à se vouloir du mal les unes envers les autres. Et donc c'est assez touchant par ça, parce que elles ont totalement des caractères différents. C'est hyper intéressant de les voir évoluer, parce que les femmes qu'elles sont devenues sont parfois très éloignées des jeunes filles qu'elles étaient. Ça aborde vraiment des questions qui sont très proches de l'enfance et de l'adolescence, sur la construction, sur les trahisons, sur l'amour filial et sur l'amour au sens propre. Ça tourne beaucoup sur ces thèmes-ci. Alors c'est assez... Moi j'ai une vision assez, on va dire, je dirais pas que c'est sexiste, mais voilà, dès qu'on parle de petites filles, il faut forcément qu'on parle d'amour et ce genre de choses. Moi ça me gêne un peu, parce que voilà, c'est pas toujours le cas, mais je peux comprendre que c'est des thèmes qui soient affiliés à ça. Tu sens que c'est de la fantaisie qui a été écrite par une femme et pour des femmes, voilà, derrière ceci, parce qu'on voit qu'il y a des thèmes quand même importants. Il y a une grosse dénonciation du sexisme quand même dans le texte, du genre c'est les femmes qui vont avoir accès au pouvoir, qui vont avoir accès au savoir, qui vont être des figures d'autorité et qui vont parfois lutter face à des hommes qui vont essayer de leur reprendre le pouvoir, et parfois ces hommes-là vont même être appuyés d'autres femmes qui sont un petit peu jalouses du pouvoir en place. Donc c'est assez intéressant là-dessus, c'est alors très tourné, il y a quand même pas mal de romance, mais c'est pas vraiment de la romance, comment vous dire ? Ça parle d'amour, mais c'est pas niais ou tout ça, c'est vraiment, je trouve que c'est assez crédible la façon dont c'est fait, et c'est surtout que c'est important pour l'évolution des personnages et du récit. C'est un roman qui arrive à ne pas faire des concessions, notamment dans les derniers tomes, il y a pas mal de morts, des choses qui peuvent être assez surprenantes, des décisions de personnages qui sont assez dures. Quand on décrit un peu le livre, quand je vous ai un peu décrit le livre, vous pouvez penser que c'est un livre, oh ça a l'air joyeux, sympathique, c'est un roman qui est super dur sur certaines thématiques. Quand je vous dis qu'il y a des trahisons, il y a vraiment des trahisons. C'est un roman qui est très tourné sur l'émotion qu'on peut ressentir dans les actes et les décisions des personnages. C'est pas un roman qui est tourné vers l'épique. Alors bien sûr, il y a des batailles, il y a des prises d'assaut de cités, machin. C'est plus un roman qui est sur le complot, sur les trahisons et sur ce que ça implique en fait. Sur les personnages, mais aussi vis-à-vis du peuple. C'est des personnages plus âgés, donc leurs décisions politiques sont plus importantes. On parle voilà d'un équivalent, on parle de la peste mort qui est une maladie qui est arrivée, et donc ce que ça a comme répercussion sur le peuple. Ce qui est assez intéressant, c'est que les personnages ne rentrent pas dans les cadres qu'on leur donne, c'est-à-dire qu'il y a des suivantes qui sont vraiment faites pour gouverner, mais elles ne sont que suivantes. Il y a des suivantes qui auraient voulu être la suivante d'un autre personnage, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que même les reines en place, il y en a notamment une, en fait elle veut pas ça, c'est pas ce qu'elle a souhaité. Dans le texte, donc on va avoir des violences, je vous dis il y a de la violence physique, il y a de la violence un petit peu psychologique, et surtout il y a des agressions qui ne sont jamais décrites dans le texte, mais on en parle, un peu plus développé dans le tome 3 et 4, mais l'armée de Véridienne c'est une armée de femmes. L'armée des chats est une armée d'hommes, et donc quand ils sont en guerre et tout ça, il y a forcément des choses qui se passent un peu mal. On en parle dans le texte, il y a quand même un moment, je me suis dit, ok, c'est-à-dire qu'il y a un personnage très important qui arrive dans le tome 3, qui va faire un acte en fait qui est assez blâmable, et le récit te dit, je sais pas, ce qui en sort du récit m'a un petit peu gêné, je t'en
Ok, bon, d'accord. Est-ce que tu viens... d'accord. Au lieu, tu sais, d'un peu dénoncer les agressions, ce qui aurait été intéressant, d'avoir un personnage principal qui a commis une faute et qui se rend compte que le consentement c'est important, qu'il soit puni pour ça et qu'il apprenne, ou du moins qu'il... que c'est pas forcément une agression ici, mais qu'il aurait plus dû être doux, ce genre de choses. La façon dont c'est fait, c'est un peu particulier. Voilà, j'étais un peu en mode... le message derrière me gêne un peu, mais en soi, c'est une question qui est traitée dans le texte. Il y a aussi de la violence, alors je dis il y a beaucoup de morts et ça touche aussi les enfants dans le texte. Donc si voilà, vous êtes dans des bails un peu sombres, si vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, sachez qu'il y a quand même des enfants qui décèdent malheureusement. Et donc c'est un récit aussi qui est porté dans les 2 derniers tomes par des personnages de mère. Et ça c'est intéressant parce qu'on n'en voit pas tellement en fantasy. C'est assez crédible parce qu'on a vraiment différents portraits de mères. On a les mères qui sont vraiment attachées à leurs enfants, on a la mère adoptive, on a la mère qui a eu un enfant et en fait qui s'en occupe pas du tout, qui a pas eu du tout l'instinct maternel. C'est assez chouette. Voilà, c'est plein de thématiques qui sont liées un peu, on va dire, à la question de la femme avec un grand F. C'est des thématiques qu'on retrouve pas forcément en imaginaire, elles sont un peu plus féminisées si on peut se permettre ce terme-ci, mais j'ai trouvé ça rafraîchissant et intéressant. Parler un peu plus, on va dire, des textes maintenant. Alors les 2 premiers, ça va être un petit peu difficile pour moi de vous parler de mon ressenti dans la précision, parce que comme je vous dis, 2017 ça commence à taper sur les années, et je sais juste que quand je l'ai lu, donc j'étais quand même beaucoup plus jeune, 22-23 ans, et c'est vrai que ces thématiques là d'imaginaire français écrit par une femme, voilà, des thématiques on va dire qu'on retrouvait pas habituellement sur les relations aux femmes et tout ça, entre femmes et les relations qui peuvent être conflictuelles et tout ça, ça m'avait plu. C'est vraiment un récit qui était très attachant, on s'attache énormément aux personnages parce qu'on les suit petites filles et que bah, elles sont mignonnes, voilà, il leur arrive des choses horribles, il y a pas mal de complots et elles subissent ces complots là. Pareil dans le texte, il y a, ça je l'ai pas dit, mais il y a une relation entre un personnage et un autre qui est quand même une relation quand même très louche de domination, il y a quand même un très grand écart d'âge, il y a pas mal de révélations qui sont assez surprenantes dans le texte, à plusieurs fois tu peux être surpris, voilà, il y a plusieurs fois où t'es en mode waouh, ok je l'avais pas vu venir, donc ça c'est assez chouette, mais les 2 premiers tomes j'avais le souvenir de quelque chose qui prenait son temps, qui était assez lent. C'est plus un récit sur les personnages que sur l'histoire. Dans l'intégrale 2, je trouve que l'histoire est un peu plus développée. On sort en fait, elles sont adultes, et on sort du carcan de Véridienne. On a pas mal d'évolutions, voilà, les reines reprennent parfois leur place et tout ça. Il y a des mariages arrangés, des choses assez tristes. Et dans le tome 3, j'ai eu du mal à me remettre dedans parce que déjà à me remettre les personnages, à savoir qui est la suivante de qui, j'étais en mode je vais regarder un petit peu, sachant que c'est des romans à point de vue, donc à chaque fois faut que tu te reportes au bon personnage. Dans le tome 3, il y a le personnage de Crassus qui arrive, qui est donc le fils adoptif de Nesté. C'est ça, je crois qu'elle s'appelle Nesté, une des suivantes, et on va suivre son point de vue. C'est un jeune homme qui est sourd. Et donc, mais qui a la capacité de lire sur les lèvres, et donc on parle un peu du handicap, c'est assez chouette la manière dont c'est fait. Voilà, même si à la fin, j'étais en mode, ok, c'est le genre de fin que j'aime pas quand on traite du handicap. C'est assez chouette d'avoir un personnage comme ceci, qui est plutôt attachant, qui se retrouve piégé entre 2 royaumes, parce que lui, il a grandi à Véridienne, mais il va aussi connaître l'autre, et il sait pas pour qui prendre parti. Il y a quand même quand le tome 2 finit, elles ont 18-20 ans, elles ont 26-28 dans le tome 3, ce qui fait qu'il y a quand même eu des années qui sont passées, on retrouve des personnages qui sont assez évolués, différentes, parfois très violentes dans leur caractère, qui prennent des décisions qui sont assez choquantes, mais c'est ce qui fait aussi le sel du récit et ce qui est intéressant. Donc le tome 3, une fois que j'ai été dedans, j'avais envie de lire, tu vois, je veux dire, j'avais envie de connaître la suite. Après, je me suis dit, c'est quand même beaucoup de complots, beaucoup de choses rapportées, il n'y a pas beaucoup d'action, voilà. Les personnages peuvent être un peu tape-nerfs parce que, il y en a certaines, elles sont quand même plus ou moins agréables, et surtout, tu sais pas trop prendre parti forcément parce qu'il y a du bon et du mauvais partout. Il y a une thématique vis-à-vis des enfants dans le thème dans le tome 3, 4 qui peut un petit peu gêner les lecteurs, mais j'ai trouvé ça assez intéressant, comment c'est fait, voilà, on voit aussi les reines avec leurs relations avec les autres, et notamment les relations avec, voilà, les suivantes et les reines qui sont mariées avec leurs maris, leurs enfants, voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus familial et c'est assez intéressant, et ce qui correspond plus à mon âge, parce que les personnages ont mon âge, hein. Moi j'ai 28 ans,
Et donc je me suis retrouvée en fait dans cet âge-là où tu te dis, ok, pour une fois c'est pas des personnages trop jeunes, donc au niveau de l'identification c'était assez chouette parce que voilà, j'ai un peu suivi le parcours des personnages. Surtout vous parler du tome 4 qui est assez particulier dans sa construction. C'est-à-dire que le texte avance, il y a des choses qui se passent, t'es en mode waouh, et bizarrement le tome 4 va prendre un tournure scénaristique un peu particulière où on va retranscrire ce qui s'est passé par la parole d'autres personnages. Donc en fait ça coupe toute action véritable, il n'y a pas de bataille finale, il n'y a pas de trucs en explosion et tout, c'est beaucoup de complots, de trucs qu'on essaye de régler, et ce qui fait que ça peut pas plaire à tous les lecteurs, parce que c'est assez lent, parce que ça... c'est pas ce qu'on a l'habitude de lire forcément, et surtout parce que ça peut paraître un peu lourd ou un peu... comment dire, un peu facile, genre ça donne un peu l'impression d'une fin, on se dit on va la faire comme ceci parce que c'est plus facile à gérer que de devoir gérer tous les enjeux d'une manière chronologique. Ça c'est un peu perturbant, moi j'ai pas trop aimé en fait la prise de direction là-dedans parce que j'ai trouvé ça un peu facile. Au niveau de la narration, c'est un peu lourd de voir des personnages qui retranscrivent ce qu'ils ont vécu. Et pareil, le personnage d'Aldemar, alors il le justifie dans le texte en disant que c'est lui qui tue toujours la couverture, mais avec un personnage qui est super important dans le texte, hein. C'est on va dire le point de vue masculin, un des deux points de vue masculins les plus importants, qui est vraiment beaucoup présent dans le tome 1, 2, quand même, et qui a un intérêt amoureux, mais au-delà de ça, c'est l'héritier au trône, tu vois. Bah on en entend quasiment plus parler. On va entendre un petit peu de... En fait, il y a une grosse facilité scénaristique par son biais, et je suis en mode, ok... Alors, la fin est assez intéressante dans le sens que c'est une sorte de fin douce amère, ce qui est assez chouette, et moi j'ai bien aimé ça. Mais la façon dont c'est fait, en fait, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de truc que tu t'attends en fait dans un truc d'imaginaire, c'est assez plat. Et t'es en mode, ok, ça fait chronique en fait. Alors, faut aimer ça, mais en fait, ça t'enlève toutes les scènes épiques et difficiles, qui sont des scènes qui sont super dures à écrire. En imaginaire, en général, les grosses batailles de fin. Et là, t'es en mode, ok, bon, chacun va me raconter un petit peu tout ça. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon ça va être du spoil, mais c'est un roman qui est assez... qui peut un petit peu décontenancer là-dessus, pour le coup. C'est aussi un roman... Alors, c'est un univers qui se développe, et t'as pas toujours l'impression que toutes les réponses ont été faites à la fin. C'est un roman qui est assez beau dans le traitement des thématiques. Voilà, les scènes de fin sont quand même assez touchantes, il y a pas mal de décisions, mais quand je vous dis, on va dire que le gros moment épique doit être aux pages, allez, on va dire 650, et en fait les 250 dernières pages, c'est beaucoup de blabla. En fait, ça s'est passé comme ça, je vais vous expliquer. Donc machin a fait ça, machin, toi t'en penses quoi? Et c'est vrai que même, tu vois, ça casse la narration et c'est pas forcément ce qui est le plus palpitant. Voilà, donc ça c'est une question de goût. Après, en termes de ce que ça dit sur le livre, du message, j'ai trouvé ça assez intéressant, le message que ça transmet, ça casse ce qu'on a l'habitude de lire, et moi j'ai apprécié ça. C'est le genre de message que j'aime beaucoup dans les livres. C'est un truc qui est un peu moins simpliste que d'habitude. Ce tome 4, moi, était un peu déçu parce que quand tu lis ce texte-ci, t'as l'impression que ça va se dénouer d'une façon hyper impressionnante, épique et tout, et en même temps la vie, souvent les conflits, c'est pas forcément comme ça que ça se passe, hein. Ça essaye de peut-être être crédible là-dessus, mais c'est assez triste, et il y a des émotions qui sont hyper rapides. En 2 lignes, c'est fait, t'es en mode ok, d'accord, bon, voilà. Mais voilà, si vous êtes intéressé par de la fantaisie française qui traite et aborde des thèmes un peu plus originaux que d'habitude, qui vont traiter notamment des questions de féminité et du pouvoir des femmes et de l'égalité homme-femme dans le texte, du complot, de la trahison, et en même temps qui peut être un petit peu violent, voilà, c'est de la fantaisie adulte, hein. On est quand même, c'est pas destiné pour autant les 2 premiers tomes, tu te dis ok, mais il y a quand même une part quand même de sensualité, de sexualité dans le texte. Alors pas de scène au lait, mais on parle de ça. Ça tourne là-dessus. Dans le tome 3 et 4, on est plus sur du complot, voilà, on est aussi parfois sur des mots un petit peu vulgaires et un peu violents. Après, il y a des messages dans le texte, parfois je trouve ça un peu glissant, la façon dont c'est abordé, du genre...
c'est con à dire, mais tu vois, il y a une armée de femmes dans le texte, donc sont apparentées, on va dire, au pays de Viridienne, et ils sont opposés aux chats, donc ça, ces guerriers-là, et en fait, dans tout le texte, on n'arrête pas de répéter que les femmes sont beaucoup plus faibles que cette armée-là. Donc quand tu mets une armée de femmes, c'est pas pour dire que c'est des faiblardes et que... Voilà, c'est bizarre comme choix scénaristique. Voilà, je sais qu'il y a une différence physique, mais elle pourrait être plus forte sur d'autres choses, et c'est plusieurs fois répété, et je me suis dit... Oui, bah en fait, on a compris qu'elles étaient plus faibles, il n'y a pas besoin de le répéter 15 fois, et c'est bizarre. Vraiment, quand on lit le livre, il y a un moment, tu te dis, c'est pas un peu sexiste quand même, tout ça. Donc voilà, ça... C'est toutes ces choses qui... Il y a des petits points négatifs, mais dans sa globalité, c'est une série que je vous recommande, qui sort un petit peu de l'ordinaire, qui sûrement vous fera ressentir pas mal d'émotions, parce que c'est un récit qui est plutôt tourné sur les émotions, et moi ça m'a fait beaucoup plaisir de retrouver ces personnages qui grandissent, et t'as toujours une petite peine. Quand j'ai terminé le livre, je me suis dit, ah... C'est le genre de série, tu te dis, je suis un peu triste de l'avoir terminée. Ça veut dire que ça m'a conquis. Et sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu cette série. Voilà, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qui seraient du spoiler, mais au moins la série nous donne pas mal de cliffhangers, de choses assez étonnantes. C'est ça qui fait le sel du récit quand même dedans. Donc sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.